Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la pêche en question. Alors vous l'avez sans doute remarqué, de nouvelles étiquettes ont fait leur apparition sur les rayons poissons des grandes surfaces, mais également chez les poissonniers. Obligatoires depuis le 13 décembre dernier, elles sont censées nous permettre de mieux consommer. C'est la Commission européenne qui l'a décidé et qui nous explique que c'est pour notre bien, pour mieux connaître l'origine du poisson, mais aussi pour éviter les fraudes. Alors, qu'en est-il exactement? S'agit-il d'une véritable avancée pour les consommateurs ou d'un nouveau gadget destiné à faire plaisir à quelques lobbyistes? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec les invités de notre émission. Mais pour l'instant, regardez ce reportage, l'équipe de la pêche en question a essayé de décoder ces étiquettes. Chaque année en France, plus de 2 millions de tonnes de produits de la mer sont consommés. Des volumes en constante augmentation depuis les années 50. Alors, dans un souci de transparence et de qualité des produits, de nombreuses réglementations ont été mises en place pour éviter les tromperies et les scandales sanitaires. On a une précision et aujourd'hui on est presque invulnérable en termes de traçabilité et d'information pour nos clients. Depuis le 13 décembre 2014, l'Union européenne fixe de nouvelles dispositions relatives à l'information des consommateurs, plus complètes et plus précises que les précédentes. Plus d'informations pour le consommateur lui permet donc d'être plus à même de faire des choix en fonction de ce qu'il recherche. Et ça permet de le rassurer, notamment sur la mention de l'origine du poisson. Vous voyez maintenant le thon? Oui. Maintenant, vous voyez, il y a écrit pêché en océan Pacifique et la manière dont il a été pêché maintenant. Ouais, c'est tout nouveau maintenant. Sur les étals des poissonneries, le client va désormais en savoir beaucoup plus sur la provenance du poisson qu'il achète. Nous verrons quelles sont ces informations que le consommateur va désormais retrouver sur les étiquettes. Un redécoupage plus fin et plus clair de l'immense zone Atlantique Nord-Est, le nom scientifique de l'espèce et les techniques utilisées pour la capture des poissons et des crustacés. Ça, on peut le vendre sans aucun problème, sans s'inquiéter. Même par rapport à la pêche, c'est pas une question de pêche, si c'est chalut, filet. Surtout le produit, si c'est top, s'il était bien pêché, peu importe le mode de pêche. Comment le consommateur retrouve toutes ces informations chez son poissonnier? Ces nouvelles dispositions vont-elles lui permettre de s'y retrouver? Les acteurs de la filière pêche sont-ils en mesure de fournir toutes ces informations de plus en plus précises? Pour savoir décoder ces nouveaux éléments, voici comment les nouvelles étiquettes des étals vont vous aider à faire votre choix. Vous en faites combien, vous m'avez dit 800 grammes? Oui, des petits plutôt. Ah, des petits. Moyens en tout cas. Comme tous les matins dans cet hypermarché de la région parisienne, le responsable du rayon des produits de la mer vient vérifier les arrivages. Magnifique, extra frais, il est super dur. Voilà, on a l'ouïe, on a l'impression qu'il sort de l'eau. Kamel Aïchouch vient aussi contrôler que les caisses de poissons et de crustacés ont bien les informations sanitaires qui lui permettront d'avoir toutes les données pour éditer les étiquettes qu'il mettra sur son étal. On a le nom du poisson, nous avons ici le nom scientifique du poisson, Cloupea ryngus, le mode de pêche, donc c'est bien pêché, on est en Atlantique Nord-Est, la zone FAO qui est la zone 27, juste derrière on a une précision sur la zone de pêche qui est Manche et mer Celtique. Ensuite, les techniques de pêche, pêcher au chalut. Une foule de références obligatoire pour garantir la traçabilité des produits. Mais en rayon, pas question de tout mettre sur l'étiquette au risque de perdre le consommateur. Seules quelques informations principales doivent être présentées aux clients. Le bar de ligne. Avant, on avait le nom du poisson. On avait le mode de pêche ici qui est pêché. Voilà, c'est pas de l'élevage, c'est pêché. Et on avait Atlantique Nord-Est et ça s'arrêtait là. On rajoutait le prix, c'était la seule information qu'aujourd'hui avait le client. Avant, pardon. Aujourd'hui, on a plusieurs précisions qui est, voilà, c'est pêché en Manche et mer Celtique. Donc déjà, client de chez nous est rassuré, c'est un poisson qui est pêché sur nos côtes et il est pêché sur cette information-là qu'on a rajoutée à la ligne. Cette information, on ne l'avait pas avant. Plus c'est précis, mieux c'est.
L'un des changements majeurs donc est l'affichage d'une zone de pêche plus précise. Jusqu'au 13 décembre 2014, les poissonniers devaient afficher la zone de pêche. Pour la zone dont dépendent les bateaux de l'Union européenne, la mention Atlantique Nord-Est ou Méditerranée suffisait. Mais ces zones sont immenses. L'Atlantique Nord-Est, par exemple, couvre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Du détroit de Gibraltar au nord de l'Islande. Alors le maillage a été revu. Pour cette même zone, il existe désormais 12 sous-zones. On peut ainsi savoir si son poisson est issu des côtes françaises ou d'autres pays d'Europe. Pour la Méditerranée, il existe maintenant 4 sous-zones. Ce nouvel étiquetage va donc permettre aux consommateurs de localiser plus précisément d'où viennent les 200 000 tonnes de poissons vendus chaque année par les bateaux français. Marine Dezorges est membre de l'association de consommateurs CLCV qui a suivi à Bruxelles la mise en place de la nouvelle disposition d'étiquetage. Régulièrement, elle va sur le terrain pour se rendre compte de l'application de la directive. On voit qu'il y a la dénomination commerciale, donc le hareng. On voit qu'il y a la précision de la sous-zone de pêche, donc pêché en Manche et mer Celtique. La catégorie d'engins de pêche est présentée, donc au chalut, ainsi que le prix. Par contre, il manquerait le nom scientifique en fait, qui permet de connaître l'espèce de poisson. Mais il est possible qu'elle soit présente donc, sur un tableau à proximité donc, de l'étal, et c'est le cas ici. Par contre, ce tableau manque de... Donc il est visible, mais il manque de lisibilité. D'ici, je peux voir, sans exagérer, aucun nom scientifique. Des ajustements que les points de vente vont devoir faire dans les mois qui viennent pour être en totale conformité avec la nouvelle réglementation européenne. On voit la carte, mais lisible, c'est un peu moins facile. Alors c'est pour ça qu'on a toujours un devoir d'archivage de nos étiquettes sanitaires. L'étiquette sanitaire, c'est le document qui est avec le colis quand on reçoit le poisson. Et à la demande du client, si un client nous demande l'étiquette sanitaire, nous, on a un devoir d'archivage et on doit être capable de ressortir cette étiquette sanitaire-là. Et là, pour le coup, on a beaucoup plus que ce qu'il y a sur le pic prix. On a toutes les informations, le nom scientifique, etc. Avec près de 2 tonnes de produits de la mer écoulés chaque jour, Kamel doit être très vigilant sur la traçabilité de sa marchandise. Un archivage de 2 mois pour les étiquettes de crustacés et 2 semaines pour les poissons entiers, c'est la règle. Alors aujourd'hui, nous sommes donc vendredi. Donc vendredi, tout notre arrivage, tout ce qui est sur l'étal est là. On met toujours une étiquette pour bien prouver que c'est la date d'aujourd'hui. Donc c'était à 6h47 le matin, quand on a terminé notre étal. On a archivé notre étiquette sanitaire et ça s'est fait aujourd'hui le 9 janvier à 6h47. Donc c'est un moyen de contrôle. D'accord. Pour moi et pour au cas où on a les services officiels qui passent au magasin. Mais comment les poissonniers sont-ils capables de donner tant d'informations? Pour le savoir, direction la côte atlantique. « 5h30 du matin. À la criée d'Arcachon, les derniers lots de poissons sont triés pour la vente qui aura lieu dans 1 heure. Ce matin, assez peu de marchandises à la vente. Les mauvaises conditions météo des derniers jours n'ont pas permis aux bateaux de tourner à plein régime. À quelques mètres de là, Jean-Luc Rivet est devant son écran pour suivre les criées des autres villes côtières qui ont déjà commencé. Marailleur sur le port d'Arcachon, il est sur le pont dès 4 heures tous les matins pour être sûr de ne pas rater les ventes. À voir avec eux ça. Et ici on va commencer dans pas longtemps, d'ailleurs je vais y aller à la criée. Alors, Excalibur, qu'apporte Louis XIV. Allez, on y va. Bonjour. C'est la liste des bateaux qui sont à la vente ce matin et les quantités par espèce.
Donc voilà, on sait exactement ce qu'il y a de proposé à la vente. Bonjour Eric. On va suivre l'enchère à l'écran, on va regarder le poisson qui passe, apprécier la qualité, la taille. Et en fonction des informations que nous donnent les clients et des informations qu'on a récoltées sur les autres criers, dont certaines ont commencé à voir la nôtre aujourd'hui, en fait on achète en fonction de la demande de nos clients, au jour le jour. Grâce aux boutons placés sur leur siège, les marailleurs, poissonniers et restaurateurs passent leurs ordres d'achat. Quand plusieurs acheteurs sont en concurrence sur le même prix, celui-ci remonte, et c'est le dernier qui lâche le bouton qui remporte le lot. Pour le moment, le seul moyen d'identifier la provenance du poisson, c'est grâce à l'étiquette placée dans le bac, avec le numéro de lot et le nom du bateau. Dès qu'un lot est adjugé, une étiquette plus détaillée est éditée. Nom du bateau, nom du poisson, nom scientifique, poids et prix du lot, quelques informations qui vont permettre d'identifier et de répartir les lots achetés. Le poisson a été acheté dans la salle qui précède, et ici on le répartit par acheteur. Donc chaque acheteur a un numéro, et on les met par numéro pour que les acheteurs puissent venir les récupérer après. Ça c'est les infos qui sont sur les étiquettes, et ensuite sur la facture ils ont tout le suivi du poisson, où il a été pêché, la zone, quel jour, etc. Voilà. Ce qui est obligatoire en même temps par les normes européennes. C'est terminé. C'est donc ici, à la criée, que la première étiquette est créée. Au tour maintenant des acheteurs de relayer ces informations. Michel, qu'est-ce qui reste en calamar 100, 200, de 400? Tu lui prends la plus belle, Domi. Hein? T'as tout passé? Jean-Luc Rivet est de retour dans ses locaux. Ce matin, il a 2 heures pour conditionner le poisson qu'il vient d'acheter et faire partir le camion de livraison. Donc ici, on est relié directement à la criée, ce qui fait que Flo peut suivre tout ce qui se passe, en fait, tout ce que j'achète en direct. Et à la fin de la criée, on récupère notre feuille d'achat. Vous voyez, en fait, voilà, aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein, j'ai 800 kilos. Il n'y a pas eu grand-chose à la criée non plus. En rentrant les informations clés dans son logiciel, il va maintenant éditer les étiquettes sanitaires. De 4, la sèche, la sole. En ce qui concerne le poisson d'Arcachon, on a 2 types de bateaux, les chalutiers et les fileyeurs. Donc 2 techniques de pêche, le chalut et le filet maillant. Donc en fonction du nom du bateau et des espèces pêchées, on connaît la méthode de pêche et on la retransmet sur l'étiquette. Ici, les bateaux, bon, ce ne sont pas des bateaux qui font des marées, ce sont des marées courtes. Ils sont essentiellement dans une zone, la même zone hein, de toute façon. Au large d'Arcachon, on peut dire entre Biscarros et l'embouchure de la Gironde. Le bar a été fait? D'accord. Voilà. Donc là, en fait, on a trié le poisson. On a calibré le poisson par espèce, par taille. Les tailles qui correspondent aux différents marchés que l'on a. On a la commande du client. Et donc là, on étiquette sa commande. La seule chose qui a changé, c'est avant on avait Atlantique Nord-Est sur les étiquettes. Maintenant, on a la zone FAO et la sous-zone et également la méthode de pêche. Soit le chalut, soit le filet maillant, soit la ligne quand il y a du poisson de pêcher à la ligne. Ça a été les seuls changements, hein. Ça n'a pas été un changement, ça n'a pas été un bouleversement pour nous. La 3 à 4 aussi a été faite de Proma. Nous on fournit ces colis étiquetés avec tout ce qu'on a à mettre dessus pour le client. En fait, ça, ce sont des normes de toute façon obligatoires. Hein, Et après, c'est au poissonnier ou au chef de rayon de GMS de retranscrire, nous, toutes les informations que l'on a sur notre produit, à lui de les transmettre au consommateur final. De toute façon, normalement, ils doivent avoir la même traçabilité que nous, quoi.
Retour en région parisienne, dans le rayon d'une des plus grandes poissonneries d'Europe. Même si ici le nouvel étiquetage est en place depuis plusieurs semaines, il faut aider les clients à comprendre ces nouvelles mentions. Est-ce que vous avez remarqué justement qu'on avait changé nos nouvelles étiquettes? Sur par exemple une comme ça. Vous voyez maintenant le thon? Oui. Maintenant, vous voyez, il y a écrit pêché en océan Pacifique et la manière dont il a été pêché maintenant. Ouais, c'est tout nouveau maintenant. Au chalut, à la seine, au casier. Et voilà, maintenant on fait ça sur tous les poissons maintenant. Il te pose quoi comme question? Les clients nous demandent comment ça a été pêché. Maintenant, dessus, on peut marquer que ça a été pêché au filet, au casier ou au chalut. Et les gens ne savaient pas forcément que tous les poissons étaient pêchés comme ça. Et ils nous demandent d'où ça vient maintenant. Et même ils ne savent pas forcément qu'est-ce que pêcher au chalut, qu'est-ce que c'est un chalut, ou pêcher à la seine, ou plein de trucs comme ça. Que maintenant, les clients ont la possibilité qu'on leur réponde et qu'on leur donne plus d'explications sur ce poisson-là. Disons que ça permet déjà de savoir ce qu'on mange. Et puis vis-à-vis par rapport au côté environnemental, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on ne pêche pas n'importe où, n'importe comment, voilà. Bon, il va de soi qu'il est plus intéressant de savoir quelle est la provenance et comment c'est pêché. Incontestablement, c'est un plus, mais il faut une information qui suive derrière pour tous les acheteurs éventuels. Les techniques de pêche, c'est une information intéressante pour le consommateur puisque ça apporte plus de transparence donc, sur les pratiques de pêche. Pour les consommateurs qui sont soucieux aussi de l'environnement, ça permet à ces personnes-là de choisir peut-être des techniques de pêche qui sont plus respectueuses de l'environnement. Également aussi pour un même produit, parfois il y a des techniques de pêche différentes et ça a ensuite un impact sur la qualité du produit et donc sur le prix ensuite que le consommateur devra dépenser pour acheter ce produit. Les marins pêcheurs français utilisent plusieurs techniques de pêche. 9 grandes catégories sont répertoriées. Elles dépendent surtout de la zone de pêche et des espèces ciblées. Toutes ces techniques sont très réglementées. Il faut un permis spécifique pour chacune d'entre elles. La plus connue des consommateurs est sans conteste le chalut. En forme d'entonnoir, les chaluts sont remorqués par un bateau. Il existe 2 principaux types de chaluts. Le chalut de fond est relié à un bateau par des câbles. Des panneaux placés à l'avant permettent d'ouvrir le chalut. Et en avançant, ils capturent les poissons qui vivent près du fond, comme le cabillaud, le merlu, la seiche, la lotte ou la langoustine. L'autre type de chalut très utilisé est le chalut pélagique. Celui-ci est tiré en pleine eau. Il vise principalement les espèces de poissons bleus, comme la sardine, l'anchois, le thon ou le maquereau. Daniel Arrache est patron pêcheur à Trouville. À bord de son chalutier, il mouille au large de la Normandie. Il traque le maquereau, le poisson emblématique du port de Trouville. C'est une pêche particulière, comme tous les poissons pélagiques. C'est une pêche de traque un peu, c'est de la chasse en fait. On est obligé de courir après le maquereau, on n'est jamais sûr de vraiment faire une bonne pêche, mais c'est le travail du pélagique en fait. On surveille le sondeur pour voir la détection, ce qui nous donne une idée un peu de ce qu'il peut y avoir sous le bateau. La difficulté déjà c'est d'interpréter l'image du sondeur, d'être sûr que la détection qu'on a c'est du maquereau, c'est pas toujours évident. En règle générale, on traîne en fonction de ce qu'on pense qu'il va y avoir. On fait des traits relativement courts quand on pense qu'il va y avoir du poisson dans le bout du chalut, comme ça le poisson est vraiment de bonne qualité. Pour avoir un poisson de bonne qualité, au chalut, il ne faut pas traîner trop longtemps. Le poisson est ensuite très rapidement trié et conditionné pour que sa qualité soit irréprochable lors de la vente à la criée. Une autre technique de pêche consiste à prendre le poisson à l'aide de lignes et d'hameçons. Elles peuvent être fixées ou traînées par un bateau. Des appâts sont attachés aux hameçons. Ces techniques de pêche permettent d'avoir un poisson de très bonne qualité, car généralement, il sort de l'eau vivant. Il existe 5 techniques de pêche à la ligne. La palangre dérivante est une ligne sur laquelle sont attachés les hameçons.
Elle est mise à l'eau entre deux bouées. Le pêcheur la relève très régulièrement pour récupérer les poissons capturés, comme le bar, le lieu jaune ou le merlu. Un dérivé de la palangre est la ligne à la main. Pour capturer le bar, elle se pratique près des côtes. Les pêcheurs utilisent de petites embarcations pour naviguer dans les courants et maîtriser le surf sur la houle. Car c'est ici, dans ces eaux tumultueuses, que vient chasser le bar. Un indice pour savoir s'il est là, les chasses d'oiseaux. Quand ils plongent avec frénésie, les bars ne sont pas loin. En chassant, ils font remonter vers la surface les poissons plus petits dont ils se nourrissent. C'est là que les oiseaux attaquent le menu fretin, le meilleur signal pour le pêcheur. Les ligneurs utilisent une centaine de mètres de fil sur lesquels ils disposent une quarantaine d'hameçons. S'ils pêchent à l'appât naturel, ils laissent dériver le bateau au gré du courant. S'ils pêchent au leurre artificiel, ils traînent la ligne derrière eux. Tiens-moi. Ah, il arrive. Hein. Énorme. Ah, joli. Dès qu'un poisson est pris, il est immédiatement saigné pour lui permettre d'avoir ensuite une chair ferme et parfaitement blanche. Dans les bacs, les poissons ne sont pas entassés pour éviter de les écraser et d'en abîmer la chair. Avec beaucoup moins de prise qu'au chalut par exemple, cette technique demande malgré tout plus de travail aux pêcheurs, en termes de temps passé en mer et de conditionnement. Mais la qualité du bar de ligne est reconnue. C'est ce qui fait que son prix peut être jusqu'à 3 fois plus cher qu'un bar pêché avec une autre technique. Stéphane Le Tortorec est poissonnier à Arcachon. Il est très exigeant sur la qualité du poisson qu'il vend. Pour lui, peu importe la technique de pêche, si elle est bien exécutée. Ça, c'est d'Arcachon. Ça, c'est nickel. Ça, on peut le vendre sans aucun problème, sans s'inquiéter. Même par rapport à la pêche, c'est pas une question de pêche, si c'est chalut, filet. C'est surtout le produit, si c'est top, s'il était bien pêché, peu importe le mode de pêche. Peu importe. Turbo, oui. Nous, on contrôle, parce que le poisson, il peut être pêché aujourd'hui, mais s'il est noyé, c'est pas un poisson comestible, et donc on le sort de la vente. Ou on le renvoie au pêcheur, s'il accepte, ou sinon, ben, nous, on le met à la poubelle, tout simplement. Donc on fait vraiment ça tous les jours, on contrôle. Dans sa poissonnerie, Stéphane lui aussi est soumis aux nouvelles normes d'étiquetage, mais son application n'est pas évidente. On a été prévenu fin d'année, octobre-novembre, donc pendant les fêtes, on n'a pas voulu changer ni modifier nos étiquettes pour pas que ça perturbe et notre clientèle et nos employés pendant les fêtes de Noël, parce qu'il y a suffisamment de choses à faire. Mais maintenant qu'on a un peu plus de temps, on se prépare. Pour nous, ça va être encore un travail supplémentaire pour rassurer le consommateur, bien entendu. D'ici quelques semaines, Stéphane recevra les nouvelles étiquettes. Elles indiqueront comme prévu les sous-zones de pêche, la méthode de pêche et le nom scientifique du poisson. Pourtant, l'inscription de cette dernière mention ne semble pas évidente à comprendre au premier abord. Personnellement, j'ai jamais eu un client qui m'a demandé comment on dit anguille en latin, quoi. Anguilla, anguilla. Nous, nos clients, ils s'en moquent un petit peu, quoi. C'est pas grâce à ça qu'ils vont acheter du poisson ou en acheter plus. Bon, nous, on est là pour le conseiller, on est là pour le renseigner, on est là. On n'a pas fait de latin, c'est ça? On n'est pas des professionnels, mais on connaît les bonnes choses. Ouais. Mon achat, moi, se fait surtout à la confiance du poissonnier. Où là où je suis sensible, c'est vraiment la fraîcheur. Le reste a très peu d'importance pour moi. Pour l'association de consommateurs de Marine de Zorges, le nom scientifique devrait permettre d'éviter la tromperie sur la marchandise vendue.
Dans certains pays européens, comme l'Espagne et l'Italie, jusqu'à 30% des poissons vendus ne correspondaient pas à l'étiquette. Le nom scientifique pourrait être un indicateur supplémentaire sur la provenance de la marchandise. Par exemple, il permet d'éviter d'acheter de la sole tropicale, dont le nom scientifique c'est Bothus mancus, à la place de la sole commune dont le nom scientifique est Solea solea. Et en fait, la sole tropicale et la sole commune, ce sont deux espèces de poissons plats qui sont très différentes, qui ont un goût différent et un prix différent. Et parfois, dans certains magasins, lorsque c'est les promotions, en fait, l'indication tropicale a tendance à disparaître. Et là, avec les noms scientifiques, ça permettra vraiment d'être sûr de l'espèce de poisson qu'on achète et donc le prix auquel on peut s'attendre, même en période de promotion. Il faudra encore quelques semaines pour que tous les acteurs de la filière pêche mettent en place ce nouvel étiquetage. Mais très rapidement, chaque consommateur sera en mesure de choisir son poisson en connaissant précisément sa provenance. Traçabilité, transparence, information, des mesures supplémentaires pour rassurer le client. Même si avec moins de 4% de fraude constatée, la France est l'un des pays les plus sûrs d'Europe dans le commerce du poisson. Retour sur le plateau de la pêche en question avec nos invités. Florence Imbert, vous êtes journaliste à Que Choisir et vous suivez depuis plusieurs années l'évolution de ces réglementations autour du poisson. Hubert Carré, vous êtes directeur du Comité national des pêches. À ce titre, vous représentez les pêcheurs français. Bernard Benassi, vous êtes poissonnier, mais surtout vous êtes à la tête d'un groupement de poissonniers qui est en charge un peu d'appliquer ces réglementations aujourd'hui. Et Édouard Lebar, vous êtes responsable pour la France de l'écolabel MSC. Alors vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est ce label apposé sur 1500 produits de la mer commercialisés en France, des produits qui sont censés être issus d'une pêche durable. Alors, Florence Imbert, première question qu'on peut se poser à la lumière de ce reportage et de ce que dit la Commission européenne. Ce nouvel étiquetage est censé nous faciliter notre choix, nous faciliter l'acte de consommer, mais nous dit aussi qu'il y a beaucoup de fraude. Alors, est-ce que c'est à ce point un problème, la fraude sur le poisson en France, qu'il faille une nouvelle réglementation ? Je pense qu'il y a des fraudes sur le poisson, comme il y a des fraudes un peu partout dans l'agroalimentaire. Cela étant, elle semble effectivement moins fréquente sur le poisson frais que dans d'autres domaines. On nous dit 4% de fraude à peu près en France. N'empêche qu'il y a sûrement des fraudes sur l'espèce qui n'est pas celle qui est étiquetée, parce qu'il y a quand même des différences de qualité entre une sole de Dakar, une sole qui est pêchée sur nos côtes, et que, en fait, le nom scientifique, ça permet quand même d'éviter les fraudes, surtout en tout cas, ça permet aux contrôleurs de la DGCCRF de les repérer mieux. Il y a aussi des fraudes sur l'ajout d'eau dans les filets de poisson, comme on peut le voir régulièrement. Mais ça, l'ajout d'eau, c'est pas l'étiquette qui va changer quelque chose. Ça ne changera rien, en fait. Ça ne donne pas... en fait, le problème de cette réglementation, c'est qu'elle n'indique pas la qualité, la fraîcheur du poisson, ce qui est quand même la première demande du consommateur. Alors justement, Hubert Carré, votre sentiment là-dessus, c'était véritablement nécessaire de faire cette nouvelle réglementation, parce qu'il y avait déjà un étiquetage obligatoire où on mettait Atlantique Nord-Est, qui correspondait déjà à une zone FAO. Oui, tout à fait. Moi, je crois que cette réglementation, elle contribue à l'information du consommateur, elle clarifie le marché et surtout, elle va dans le sens de la transparence. Il faut savoir que quand même, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, les pêcheurs contribuaient à l'information des acheteurs et on voit que les informations qu'ils collectent, puisque quand ils pêchent, ils sont obligés de déclarer la zone de capture, l'espèce, etc. et tout. Finalement, ces informations, n'allaient pas au consommateur. Maintenant, ces informations y vont. Ça concourt, je dirais, à la traçabilité. Après, mon regret, un petit peu, c'est de dire, l'étiquette, c'est pas marqué poisson français, quoi. Et moi, j'aurais préféré que le consommateur bien informé aussi puisse choisir
comme l'a dit madame, sur des critères de qualité, mais aussi des critères d'origine, c'est-à-dire pêchés par des pêcheurs français. Donc ça rentrerait par exemple en complément avec le label Pavillon France. On y reviendra, mais tout à fait, oui. En tout cas, c'est vrai que l'indication du pavillon du bateau ou le port de débarquement, c'est plus parlant que la zone de pêche. Bernard Benassi, alors vous êtes au contact des clients. Quand la Commission européenne dit que tout ça c'est pour notre bien, pour nous aider à mieux consommer, à mieux être informés, les clients que vous voyez au quotidien, est-ce qu'ils ont besoin de toutes ces infos? Est-ce qu'ils vous les demandent? Par exemple, on voyait dans le reportage ce responsable de rayon poisson qui disait « Nous, on a les étiquettes sanitaires, on les garde pendant une semaine, les clients vont nous les demander. » Vous, on vous a déjà demandé les étiquettes sanitaires? Non, bien sûr que non. Mais dans le reportage, on voit au niveau d'une grande surface. Au niveau de la poissonnerie traditionnelle, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le contact est beaucoup plus important entre le client et le poissonnier. On a un grand nombre d'informations qu'il faut que l'on donne quand même. Alors, je dirais que là, la réglementation, un petit peu, c'est une charge, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quand même plus simple pour le client de savoir ce que c'est que le golfe de Gascogne ou Manche-Mer Celtique que Atlantique Nord-Est qui voulait ne rien dire. Du tout. Donc, d'un côté, on a fait une évolution parce que c'est une information un peu plus claire. D'un autre côté, après, ça nous pose beaucoup de problèmes au niveau de la mise en place en ce qui concerne l'étiquetage. Édouard Lebar, vous qui êtes à la tête du logo, du label MSC, on n'aurait pas pu faire plus simple? Parce que vous, finalement, quand vous dites il y a le logo pêche durable, ça veut tout dire, quoi. Ça, c'est une usine à gaz, comme on dit? Non, alors il faut faire attention, il ne faut pas tout mélanger. L'étiquetage, là on parle de réglementation. Le label MSC, c'est un label qui est volontaire, donc que les entreprises choisissent d'apposer, mais là qui va donner des indications sur la durabilité de la pêche dont provient ce poisson. Donc là on ne parle pas forcément de la même chose. L'étiquetage qui va vous dire que c'est pêché au chalut en mer Celtique, le consommateur n'est pas forcément armé pour savoir si c'est une pêche durable ou non. Le label MSC sert à ça, à faire justement à mettre en valeur des pêcheries qui sont durables et qui répondent aux référentiels, aux critères en tout cas du MSC. Donc c'est un complément de cet étiquetage. Je pense que c'est un complément, c'est pas la même chose. Alors moi, quand on me parle des zones FAO et des sous-zones FAO, Hubert Carré, je suis un peu perdu. Et je crois que beaucoup de consommateurs comme moi sont perdus. C'est où la mer Celtique? C'est où parce que moi je connais la Manche, la mer du Nord, la Méditerranée, l'Atlantique, mer Celtique, je sais pas. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous revoyiez un petit peu votre géographie. À mon âge, c'est peut-être un peu tard, mais... Non, mais je pense on peut faire un parallèle avec le vin, si vous voulez. Les gens savent à peu près où est Bordeaux et vont faire la différence entre du vin issu de Bordeaux que du vin issu de Bourgogne ou de Côte-du-Rhône. Donc je pense que ça, quelque part, alors bien sûr le consommateur va avoir l'impression d'être perdu parce que mer Celtique, il n'avait jamais entendu parler. C'est où la mer Celtique? C'est donc ouest Royaume-Uni et sud Irlande. C'est une zone très poissonneuse qui est très, très pêchée, très fréquentée par les pêcheurs français, notamment bretons. Et avant, quand il n'y avait que Atlantique Nord-Est, ça allait d'où à où? Ça allait Manche-Mer du Nord jusqu'au milieu de l'Atlantique, quoi. Donc effectivement là, c'était un petit peu compliqué pour le consommateur. C'est vrai que c'était une information qui ne servait à rien, quoi. Florence Imbert, vous, ça vous change quelque chose dans la vie, savoir que votre poisson, il vient de mer Celtique ou du nord des Açores? Pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse, moi, en tant que consommatrice, c'est de savoir si c'est effectivement la qualité du poisson, s'il a été bien pêché, l'origine, finalement, et aussi si c'est une pêche industrielle ou si c'est une pêche artisanale. C'est les principaux. En ce qui concerne l'engin de pêche, ça ne me parle pas vraiment. De toute façon, je pense que le risque, c'est de diaboliser certains engins de pêche comme le chalut, alors qu'en fait, c'est pas l'engin de pêche qui garantit, qui préserve la qualité de la ressource. Bernard Benassi, d'ailleurs, on le voit dans le reportage, ce poissonnier, votre confrère d'Arcachon, il dit « Moi, technique de pêche, ça ne change pas grand-chose. Si le poisson est bien pêché, j'ai un bon produit. » C'est ça, en fait, le message que vous faites passer, vous? Oui, bien sûr. Mais si je reprends un petit peu ce que disait Hubert, au niveau de la comparaison avec le vin, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que la réglementation qui est appliquée dans les GMS, c'est sur un ensemble, il faut que le consommateur se penche sur l'étiquette. Au niveau du poissonnier traditionnel, c'est un petit peu différent dans le sens où il y a un dialogue important
avec le consommateur. Et très souvent, le consommateur qui vient chercher un produit, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on lui vend un petit peu ce qui est d'arrivage, et on lui vend en même temps une histoire. C'est-à-dire qu'on ne vend pas qu'un produit, on vend aussi l'histoire qui va avec. Hein. Et donc, c'est vrai que sur le bar de Ligne, on explique comment c'est pêché. Hein, le bar de Brest, c'est en plus des quantités qui sont relativement faibles, mais qui représentent l'image de la poissonnerie traditionnelle, tous ces produits de haut de gamme. Hein. Mais il risque d'y avoir la queue chez vous si à chaque client vous devez expliquer, par exemple, là on a une étiquette qui vient d'un de vos magasins, si vous devez décoder tout ce qu'il y a sur cette étiquette, vous passez 20 minutes par client. Tout à fait, tout à fait. Alors au niveau du groupe Corail, on a un logiciel qui nous a permis de pouvoir faire face, parce que en dehors de l'information du consommateur, il faut aller à la pêche de l'information. Hein, il faut pouvoir la transcrire sur l'étiquetage dans un temps record, c'est le matin, hein, juste avant l'étal. Donc on a, nous, un logiciel qui nous permet d'avoir l'étiquetage. Et cet étiquetage, on n'a pas attendu la réglementation, on l'a mis en place quand il s'agit de faire la différence entre la pêche et l'élevage, où là, c'était une information importante pour le consommateur. Le nom scientifique, ce qui nous permet de le mettre, même si au niveau du consommateur, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Hein. Alors quelquefois, si on lui dit, attendez, la noix de Saint-Jacques, c'est pas la noix du Brésil, c'est de la Pecten Maximus, c'est de la noix française. Donc ça permet de replacer au niveau du contexte. Mais c'est pas quelque chose qui est utilisé. Par contre, c'est vrai que on met, nous aussi, le port de débarque, on donne l'information. Voilà. Alors, on l'a transcrit sur les étiquettes, mais c'est des informations qu'on donne régulièrement. Parce que tout à l'heure, vous disiez, c'est où la manche mer Celtique? Le problème du consommateur, c'est ça. Mais le consommateur aime bien se retrouver. Il se dit, mais j'ai été en vacances, moi, à Erquy. J'ai été en vacances à Port-en-Bessin. Je sais où c'est, j'ai vu les bateaux. Voilà. Donc, la curiosité, voilà. Maintenant, ça ne se transcrit pas forcément sur l'étiquette. Florence. Oui, mais quand même, la principale information que recherche le consommateur, c'est donc la qualité du poisson. Mais la qualité du poisson, il y a des signes objectifs. On voit si les ouïes sont bien rouges, si le poisson est bien raide, si les écailles sont brillantes. Et finalement, plus que la provenance, c'est ça que le consommateur doit regarder. Alors moi, je voudrais quand même qu'on reste sur les étiquettes, parce qu'en préparant cette émission avec l'équipe de la pêche en question, on a fait le tour des poissonneries, on a été également sur les marchés parisiens, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de point de vente dans les clous, comme on dit. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage, Monsieur Benassi? Parce que nous dire que c'était le 13 décembre, que c'était Noël, etc., on veut bien le croire, mais ce n'est pas une explication, ça. C'est une explication dans l'application. Hein. Sachant que nous sommes, il faut le savoir, en fin de course. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre sur l'étiquette l'engin de pêche et la sous-zone, il faut qu'en amont, on puisse nous donner l'information. Vous l'avez, l'information, elle est sur les caisses. Les criers n'étaient pas toujours bien prêtres au moment de l'application. Voilà. L'étiquette, comme vous dites, est sur les caisses. Ça nous pose un problème, parce que si on n'a pas l'information un petit peu avant, c'est-à-dire au moment de l'acte d'achat, hein, c'est la veille, au moment du bon de livraison, aujourd'hui, s'il faut aller voir sur chaque étiquette de caisse l'engin de pêche et la sous-zone, on n'en sort pas, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse l'avoir un petit peu en amont. Ça commence à se faire, il y a une nette amélioration depuis la date d'application du 13 décembre. Maintenant, on a beaucoup de marieurs qui nous fournissent les sous-zones et puis les engins de pêche. Hubert Carré, vous connaissez bien ce secteur de la pêche, du maraillage. Il y a vraiment eu du retard à l'allumage sur cette réglementation, parce qu'on savait qu'elle allait arriver depuis bien longtemps. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il y avait des problèmes de logistique, de problèmes de compatibilité de logiciels, même je dirais, des problèmes d'impression, des étiquettes, etc. Et tout. Je crois que, comme toute nouveauté, il y a effectivement la nécessité d'avoir un temps de gestation et puis un temps d'application. Je pense que l'administration d'ailleurs est assez tolérante et assez compréhensive. Après, de l'autre côté, il faut que le consommateur aussi se prépare à recevoir ces informations et soit, je dirais, fasse sa culture halieutique. Donc je pense que la rencontre entre les deux se fera au cours de l'année 2015. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Et je pense qu'il faut l'information au niveau du consommateur, mais il faut penser aussi qu'il faut une certaine formation au niveau
de la poissonnerie. On s'aperçoit que les questions posées, c'est voilà, qu'est-ce que c'est qu'une scène, un filet maillant. Donc il faut pouvoir que le personnel soit formé à répondre un petit peu, alors que jusqu'à présent, si vous voulez, quand vous posez la question, c'est pêcher à la ligne, on voit tout de suite une canne. Hein, on ne voit pas, pêcher à la ligne, c'est une canne. Barre de ligne, c'est avec une canne. Hein. Oui, d'ailleurs, on voyait un pêcheur avec une canne à pêche à lancer sur son bateau. Ils sont combien de pêcheurs à pratiquer cette pêche en France ? Oula, question à 100 francs, là. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Non, pas forcément, non, parce qu'il faut savoir que 80% de la flotte française et des pêcheurs, c'est des bateaux de moins de 12 mètres, donc c'est loin d'être anecdotique. Simplement, même s'ils sont nombreux, ils ne sont pas suffisants pour alimenter en poissons les consommateurs français. Voilà. Donc, bien s'entendre sur les termes et faire beaucoup de pédagogie sur les différents modes de capture. Et surtout, je crois que là, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des procès d'intention sur l'utilisation de tel ou tel engin, je crois qu'il n'y a pas de mauvais engins, il y a parfois des mauvaises pratiques. Et d'ailleurs, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins développe justement pas une formation, mais une information, une sensibilisation de ses adhérents, justement pour développer ces bonnes pratiques. Florence Imbert, est-ce que trop d'infos ne tue pas l'info finalement dans un rayon ? Ça, je pense effectivement que trop d'infos tue l'info et qu'on ne sait pas trop où on va s'arrêter, parce qu'effectivement, jusqu'où aller ? Alors, est-ce que c'est l'engin de pêche ? Après, on va demander le nom du bateau, l'âge du capitaine, le bilan carbone du bateau. Enfin, on ne voit pas trop où s'arrêter, alors que, en fait, je pense que... C'est-à-dire, le risque, c'est qu'il y ait plus d'étiquettes Enfin, il faudrait savoir s'il va y avoir un poisson au bout du lot d'étiquettes, quoi. C'est ça le problème. Justement, Édouard Lebars, c'est compliqué maintenant quand on regarde un rayon poisson. On l'a vu en plus parce qu'on le voit de loin. Parfois, dans une grande surface, il y a ce fameux cordon sanitaire qui est obligatoire. Il y a cette étiquette, je vous mets au défi quand vous êtes à 5 mètres de la voir. Il y a vos logos, MSC, il y a le logo aussi Pavillon France. On va plus voir le poisson bientôt, non ? C'est un peu le risque. C'est vrai que l'idée, c'est pas de noyer le consommateur sous de l'information. Alors c'est vrai qu'on parle, là on dit qu'il faut que le consommateur sache d'où ça vient, sache comment c'est pêché, etc. Mais encore, je reviens là-dessus, il faut aussi lui donner les moyens d'analyser tout ça, parce qu'il faut réussir à comprendre ce que ça veut dire, tout ça. L'idée du label MSC, c'est justement, juste sur des problématiques environnementales, c'est de simplifier ce message-là. On considère que le consommateur ne peut pas passer 5 heures à faire ses courses et se demander, quand il est devant un étal, sortir une encyclopédie pour savoir si tel ou tel stock est au rendement maximum durable ou pas. Donc l'idée, c'est d'avoir fait ce travail-là pour lui en amont, avec des experts scientifiques qui travaillent sur les pêcheries pendant plus d'1 an pour vérifier que ces pêcheries sont durables. Et une fois qu'elles le sont, ça permet d'apposer ce petit logo bleu qui permet au consommateur simplement de savoir que son poisson provient d'un stock qui a été exploité de manière durable. Alors expliquez-moi ce que c'est qu'un stock exploité de manière durable, parce que depuis quelques années, on nous met la durabilité à toutes les sauces. Les stylos, les chewing-gums, tout est durable. Le poisson durable, la pêcherie durable, c'est quoi ? Parlez-moi comme un enfant de 5 ans pour que je comprenne. On va essayer. L'idée, c'est qu'il faut revenir un peu sur le contexte. C'est vrai qu'il y a une problématique de surpêche qui existe. On considère, c'est la FAO qui dit ça, que 30% des stocks, c'est-à-dire en gros des poissons dans le monde, sont surexploités. C'est-à-dire qu'on pêche trop sur ces stocks-là. Donc l'idée, c'est de dire que ce n'est pas le cas de toutes les pêcheries. Il y en a certaines qui pêchent durablement. Donc le rôle d'un label comme le MSC, c'est de mettre en avant ces pêcheries justement qui sont durables pour que le consommateur puisse faire un choix. Parce que le consommateur aujourd'hui sait qu'il y a un problème de surpêche, il en entend parler tous les jours, mais on ne lui parle pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'un consommateur qui entend tout ça, le risque, c'est qu'il se dise, on va arrêter de manger du poisson. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Des poissons durables, il y en a encore beaucoup. Des pêcheurs durables, il y en a beaucoup. Enfin, des pêcheurs qui agissent de manière durable, il y en a beaucoup. 70% de poissons sont en stock durable. Ouais, c'est pour ça. Mais il faut donner au consommateur le moyen de faire ce choix-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander au consommateur d'avoir fait 10 ans d'études pour choisir son poisson. Alors, il n'y a que des questions de quantité de poissons pêchés, ou est-ce qu'on prend en compte le bilan carbone du bateau, le bilan carbone des entreprises de transformation, par exemple ? Alors,
En ce qui concerne le label MSC, il y a 3 choses qui sont prises en compte principalement. C'est d'abord la quantité de poissons qui sont présentes sur la pêcherie concernée. Donc en gros, la quantité de biomasse, est-ce qu'on a assez de poissons pour assurer son renouvellement. Deuxième grand principe, c'est d'assurer que la pêcherie n'a pas d'impact irréversible ou trop négatif sur son écosystème. Parce qu'une pêcherie ne va pas avoir un impact uniquement sur le poisson qu'elle va pêcher, mais également sur d'autres espèces, sur les habitats, etc. Donc tout ça, c'est vérifié également. Et la troisième chose, c'est qu'on a un système de gestion dans la pêcherie qui est efficace et pertinent. C'est-à-dire, quelles sont les règles qui sont mises en place dans cette pêcherie? Est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce qu'elles sont contrôlées? Qu'est-ce qui se passe si par exemple, la biomasse chute? Voilà. Donc, en gros, les 3 grands principes qui sont vérifiés et qu'on considère essentiels pour assurer une pêche durable, c'est cela. Bernard Benassi, vous avez des poissons, des produits dans votre poissonnerie étiquetés MSC? Non. Pourquoi? On en a assez peu. C'est vrai parce que au niveau du mariage, je pense que ça ne suit peut-être pas à ce niveau-là. Hein. On a déjà un petit peu le problème avec Pavillon de France où on essaie de mettre Pavillon de France, parce que bon là, comme disait Hubert, c'est poisson français. Et on a la difficulté au niveau du mariage à étiqueter. Voilà. Alors le problème des MSC, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'au niveau du consommateur, la perception, c'est que on parle souvent d'un poisson, c'est-à-dire on dit le cabillaud, mais on dit le cabillaud, il ne faut pas le pêcher, mais à tel endroit ou à tel autre. Le problème, c'est que c'est des lieux bien précis. Quelquefois, on dit il n'y a plus de cabillaud, mais c'est sur une localisation très faible. Et ça, le consommateur n'est pas informé. On a eu le problème pour le thon. Le thon, pour nous, c'était, moi je parle principalement, parce que les poissons corail, ils sont sur le sud de la France, c'était un chiffre d'affaires comparable à l'huître. Hein. Mais c'est pour ça que qui est dégringolé d'un seul coup. Le MSC ne porte pas sur une espèce en général. Le MSC, le label, va être appliqué à une pêcherie. C'est pour ça qu'en effet, on est bien conscient que la pêcherie de cabillaud en Arctique Nord-Est n'est pas la même que la pêcherie de cabillaud en mer Celtique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tout ça est bien défini. Par exemple, en France, vous avez la pêcherie de homard au casier du Cotentin, c'est quand même assez précis. C'est pas tout le homard du monde qui est certifié, c'est cette pêcherie-là. Vous avez la sardine qui est pêchée à la Bolinche en Bretagne Sud. Donc vraiment, tout ça, c'est fait au cas par cas. Donc je suis d'accord avec vous, on ne peut pas comparer un cabillaud en mer Celtique ou en Arctique Nord-Est. C'est pas les mêmes stocks, c'est pas les mêmes méthodes de pêche. Donc c'est pas la même durabilité en fait. Oui, ça peut aller dans le bon sens, simplement que trop d'informations nuit à l'information et à la longue, le consommateur ne va pas s'y retrouver. D'autant que le consommateur, par certaines ONG, a été culpabilisé en disant arrêtez de manger du poisson parce que vous videz les océans. Simplement, on parle de surpêche. Bon, la surpêche, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas beaucoup en France. Et simplement, il faut faire comprendre que, un peu à l'instar des fraises qu'on ne mange pas en décembre, eh bien, qu'il y a des zones, il y a des saisonnalités. Et que quand on veut manger tel poisson à tel moment, alors qu'il n'y en a pas en France, ça va effectivement être de l'importation. Il faut qu'on fasse attention. Donc le consommateur doit être informé. La peur que l'on a actuellement, c'est que toute cette information qui est mise à sa disposition, la vérité, va faire qu'à un moment, bon, tout à l'heure je faisais un peu de boutade, restera-t-il un poisson au bout de la kyrielle d'étiquette, mais on risque à un moment d'avoir vraiment une perte de l'acte d'achat parce que le consommateur en final, il ne saura vraiment plus quoi acheter, quoi. Édouard Lebar, je voudrais qu'on revienne sur le label MSC qui a été créé par le WWF et Unilever. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est le faux-nez écologiste d'Unilever, ce logo MSC. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Alors non, faut revenir à la création du MSC. Pourquoi ça a été créé? Juste pour faire un petit rappel, parce que c'est comme ça que l'idée est venue du MSC. C'est venu en fait de l'effondrement des stocks de morue à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, toute l'économie de cette région reposait sur la morue. Et il s'est trouvé qu'un jour, cette pêcherie s'est écroulée parce que le poisson n'était plus là. Il n'y avait plus assez de morue, parce que ça avait été trop pêché. Donc ça a été fermé en 92, ça a été une catastrophe sociale, économique et environnementale.
WWF a décidé qu'il fallait faire quelque chose et s'est rapproché, s'est dit il faut qu'on implique un acteur du marché et donc a impliqué à l'époque Unilever. Pourquoi ? Parce que c'était le plus grand acheteur de poissons au monde à cette époque-là. Donc ils se sont dit il faut qu'on crée un système pour que les consommateurs sachent quoi acheter s'ils veulent acheter durable. Et c'est là que Unilever et WWF ont permis le lancement, enfin la création du MSC pendant les 2 années où le système a été créé. Mais ensuite Unilever s'est détaché de même que WWF. Et c'est pour ça que le MSC, depuis 1997, maintenant, est indépendant. Florence Imbert, revenons sur cet étiquetage, parce qu'on voit qu'il y a des obligations chez les poissonniers, dans les rayons poissons des grandes surfaces, mais il y a quand même beaucoup d'oubliés dans cette réglementation. Oui. Les restaurants, et on parlait d'Unilever, les industriels aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce que l'on a déjà vécu avec la viande et ce combat homérique pour obtenir l'origine de la viande dans les plats cuisinés ? C'est exactement la même chose qui se reproduit. C'est-à-dire on a de plus en plus d'exigences vis-à-vis du poisson qui est vendu en frais. Et par contre, alors tout ce qui est conserve, produits transformés, là, on leur demande absolument rien, ni le nom scientifique de l'espèce, ni le mode de pêche, etc. Il y a un vide complet là-dessus. On pourrait même aussi faire le parallèle avec le poisson d'aquaculture, parce que lui non plus, contrairement au poisson de pêche, on ne lui demande pas grand-chose, on ne demande pas de garantie sur le mode d'élevage des poissons. Donc là, il y a des failles importantes. Il y a des failles très importantes, oui. Surtout que je pense que c'est là où les mauvaises pratiques... Je suppose que les mauvaises pratiques sont plus fréquentes sur du poisson qui est préparé et transformé que sur du poisson vendu en frais, où effectivement, là, il y a des repères visuels qui sont sensoriels, qui sont évidents. Bernard Benassi, l'étiquetage, c'est bien. Moi, je voudrais savoir quand même ce que vous demandent vos clients quand ils viennent. C'est quoi le critère numéro 1 du client qui débarque dans la poissonnerie de M. Benassi ? Le critère numéro 1, c'est la qualité du produit et la fraîcheur du produit. C'est le critère numéro 1. Voilà. Et après, la question suivante, c'est comment je le prépare. Voilà, un petit peu dans l'ordre des questions du consommateur. C'est principalement ça, c'est principalement la qualité. Et Hubert Carré, on a l'impression quand même que dans cette affaire, on est un peu à contre-courant de ce qui se fait. Par exemple, pour la viande, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour le pot-au-feu, on a simplifié, on a mis un nom générique pour toutes les viandes à pot-au-feu. Et pour le poisson, là, on complexifie l'information. Oui, on aurait pu mettre poisson à bouillir, poisson à frire, voilà. Et puis, on aurait été tranquille. Et puis, on aurait certifié qu'il n'y avait pas de cheval dans les boîtes de sardines fabriquées en Bretagne. Et puis voilà, on s'en serait bien porté. Je pense que quand même la profession Comité national a largement participé à la mise en place de Pavillon France. C'est que quand même, il faut rassurer le consommateur sur la fraîcheur, et d'ailleurs Pavillon France c'est la fraîcheur, mais aussi montrer un peu ce qui a été fait en parallèle avec l'éco-labellisation, c'est montrer que c'est un poisson qui est frais, d'excellente qualité, pêché par un pêcheur français. Le petit reproche que je ferai à l'écolabel, c'est tout à l'heure on a parlé du volet social, et qu'effectivement c'est un manque dans l'information qui est donnée par les écolabels. Moi, je pense que le social est important. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour cet étiquetage, peut-être le rendre plus simple et plus lisible pour les consommateurs que nous sommes. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Pêche en question, aux côtés d'un invité exceptionnel, puisqu'il s'agira du chef étoilé Guy Martin. À très bientôt.